Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Andréane Saint-Gelais, coordonnatrice du projet Le Courage d'agir. Donc, Le Courage d'agir, c'est une initiative nationale lancée il y a 2 ans qui vise à combattre et à prévenir la violence fondée sur le genre sur les campus postsecondaires au Canada. Le tout, ça s'appuie vraiment là, sur les recommandations clés du rapport de Possibility Seeds Consulting, rapport qui s'intitule « Le courage d'agir, élaborer un cadre national pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe dans les établissements d'enseignement postsecondaire ». Donc, vraiment, Le courage d'agir, c'est la première collaboration pan-canadienne du genre qui a réussi à réunir des experts, des expertes, des partenaires de partout au Canada pour essayer de mettre fin à la violence fondée sur le genre sur les campus. Une des caractéristiques clés de notre projet est la série de webinaires gratuits où on invite des experts, des expertes à discuter des concepts clés et à partager des pratiques prometteuses pour mettre fin à la violence basée sur le genre sur les campus. Et vous l'aurez compris, vous faites partie du premier webinaire francophone sur la question. Donc, au nom de toute notre équipe, je vous souhaite donc à tous et à tous la bienvenue à ce webinaire. Avant de me présenter plus formellement, une petite note sur le format. Donc, je prendrai la parole pendant 40 à 45 minutes et je vous invite à soumettre vos questions, vos commentaires tout au long de la présentation dans la boîte de questions et réponses. J'y répondrai à la fin de la présentation, soit dans les 15 dernières minutes. Et à la fin du webinaire, vous allez aussi recevoir un lien vers un formulaire d'évaluation. On vous serait extrêmement reconnaissant et reconnaissante de bien vouloir prendre quelques instants pour nous faire part de vos commentaires. Ça va aider directement à améliorer le format des prochains webinaires à venir. Et donc, à noter que tous les commentaires reçus justement dans ce questionnaire-là seront anonymes, donc il n'y a pas d'inquiétude à y avoir à ce niveau-là. Et après le webinaire, vous allez également recevoir un lien vers l'enregistrement de la conférence d'aujourd'hui pour que vous puissiez, si jamais vous en ressentez le besoin, la consulter à nouveau et aussi la partager avec vos réseaux. Donc, on vous invite à diffuser largement le contenu qui sera présenté. Donc, un petit mot sur moi-même. Donc, mon nom est Andréane Saint-Gelais. Je suis gestionnaire de projet et titulaire d'une maîtrise en administration publique. Je travaille auprès de Possibility Seeds Consulting depuis les tout débuts de l'organisation afin de coordonner les activités francophones de l'organisme. Auparavant, j'ai également œuvré au sein de l'organisme Sans oui, c'est non, que plusieurs d'entre vous connaissent, j'en suis certaine. Et pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, donc il s'agissait d'une campagne qui visait à prévenir et contrer les violences sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur au Québec. Donc, nous avons vraiment la chance que notre série de webinaires soit soutenue par l'ASEUCC, donc l'Association des services aux étudiants des universités et des collèges du Canada. Le projet est également rendu possible grâce au soutien et au financement du ministère des Femmes et Égalité des genres du Canada, ainsi que du gouvernement fédéral du Canada. Donc, avant de débuter, on veut reconnaître que notre travail se déroule sur et à travers les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. On reconnaît que la violence fondée sur le genre est une forme de violence causée par la colonisation qui est utilisée pour marginaliser et déposséder les peuples autochtones de leurs terres et de leurs eaux. Notre travail vise donc à honorer cette vérité alors qu'on s'efforce de le décoloniser et de rendre justice aux femmes autochtones qui sont disparues et assassinées à travers le pays. Je veux prendre un moment ici pour vous inviter à prendre une profonde respiration parce que le travail de prévention et de lutte aux violences fondées sur le genre, c'est un travail qui peut souvent être difficile. Et beaucoup d'entre nous qui œuvrent dans ce domaine le font en raison de notre propre expérience de survie ou en soutien à ceux qu'on aime et dont on se soucie qui ont subi des violences basées sur le genre par le passé ou même récemment. Donc, juste un petit rappel d'être attentif à votre bien-être pendant que vous écoutez ou vous participez à ces conversations qui peuvent souvent être difficiles. Pardon, j'ai des petits problèmes techniques de chat à la maison. Donc, le télétravail. Donc, voici. Donc, pour débuter, je vais aborder avec vous le processus qui a mené à la création du rapport Le Courage d'agir. Donc, pendant la production du rapport, ça a vraiment mobilisé une équipe de 7 personnes et un comité consultatif pan-canadien de 29 personnes qui est vraiment composé de gens de partout au Canada, incluant des administrateurs, des administratrices d'universités et de collèges, des représentants de la communauté étudiante et aussi des membres de la communauté qui travaillent sur des questions de violence fondées sur le genre dans des organisations communautaires. Pendant 1 an, on a donc vraiment examiné la question des violences basées sur le genre et regardé comment est-ce qu'on pouvait réellement
créer un rapport qui allait aborder les problèmes de grande envergure qui se produisaient sur les campus et qui allait aussi traiter un peu des différences et des distinctions entre les différentes réalités des différents campus à travers le Canada. Donc, le projet a été basé sur une série de consultations intitulées « Écouter pour apprendre ». Certains et certaines d'entre vous y ont peut-être participé. Donc, au total, c'est 30 séances de consultation et d'écoute qui ont été menées à travers l'ensemble du Canada. Chaque séance constitue en fait vraiment une occasion pour les gens de se réunir sous un enjeu, sur une thématique, une préoccupation particulière. À titre d'exemple, il y a eu des conversations spécifiques pour les gens qui travaillent en première ligne auprès des survivants, des survivantes de violences fondées sur le genre. Il y en a eu pour ceux et celles qui œuvrent auprès des personnes qui ont déjà causé préjudice. On a aussi parlé de ce qui se passait dans les communautés autochtones sur les campus, de comment les personnes noires, les personnes de couleur étaient affectées par la violence fondée sur le genre, et aussi de ce que vivaient les personnes qui sont en situation de handicap, en termes d'accès aux différentes mesures de soutien. Donc, on a pris le temps vraiment d'examiner comment chacune voyait certaines pratiques prometteuses qui se produisaient sur leur campus, mais aussi d'identifier les lacunes qui étaient observées par les différents intervenants et intervenantes et de chercher comment est-ce qu'on pouvait combler ces lacunes-là. Donc, avec les 30 séances de consultation qui ont eu lieu, c'est donc plus de 300 personnes à travers l'ensemble du Canada qui ont participé à cette espèce de grande discussion là, qui a finalement créé la base du rapport que je vous présente aujourd'hui. Donc, on a aussi discuté avec les membres des communautés des raisons qui faisaient en sorte que la violence fondée sur le genre n'était pas rapportée ou en tout cas peu dénoncée, mais aussi, quand elle est dénoncée, cette violence-là, on a discuté des manières dont c'était fait, des défis que ça comportait, mais aussi des bonnes choses qui sont déjà mises en place pour les personnes survivantes sur les campus et des idées un peu novatrices, des bonnes pratiques qui peuvent être déployées ailleurs. Donc, de ces conversations-là, il y a un total de 45 recommandations qui ont été formulées. Ces recommandations-là reposent parfois sur des pratiques prometteuses qui se produisent déjà dans certaines universités, dans certains collèges, dans certains cégeps, mais aussi sur des choses qui ne sont pas mises en place partout actuellement, ou même pas du tout, mais que les gens estimaient quand même que ce serait vraiment intéressant de les mettre en œuvre. Donc, le projet lui-même, c'est vraiment né de l'écoute, du désir de comprendre, puis de porter une attention particulière à ce que nos communautés disaient déjà, et d'essayer de bâtir finalement à partir de ces éléments-là pour avoir des recommandations qui sont porteuses. Donc, avant d'en arriver à ce qu'on entend par la violence basée sur le genre, je vais d'abord vous parler un peu plus du rapport. Le rapport est divisé en 2 grandes parties qui comportent 6 sections chacune. Donc, dans la première partie, on aborde la mise en œuvre de solutions qui sont déjà existantes au sein des communautés autochtones afin de s'assurer notamment qu'on écoute, qu'on met en œuvre ce qui est déjà nommé, ce qui est déjà efficace pour ce qui doit se produire finalement sur les campus pour lutter contre la violence sur le genre, pour lutter contre la colonisation et qui sont déjà reconnus comme des bonnes pratiques par les communautés autochtones. En ce qui concerne l'approche basée sur les traumatismes, l'objectif était vraiment de voir comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour créer des espaces sécuritaires pour les survivants et pour tous ceux, toutes celles qui ont subi un traumatisme par le passé. On voulait aussi soutenir et reconnaître le leadership des étudiants, des étudiantes universitaires, des étudiantes survivantes, des chercheurs, des chercheuses, des militants, des militantes, et reconnaître que pendant longtemps, ça a été un sujet qui a été au premier plan de certaines conversations. Donc, notre rapport voulait aussi faire un travail de collaboration avec un mouvement plus large, donc vraiment d'entrer en collaboration avec pour mettre fin à la violence basée sur le genre à travers l'ensemble de la société, tout en reconnaissant que c'est un travail qui a débuté bien avant le fait que nous, à Possibilités ici, on s'y intéresse et qui a souvent été porté par les communautés autochtones par le passé. Et donc, pour la première partie, le projet visait aussi à faire l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de collecte de données, d'évaluation, de faire des enquêtes sur les campus pour avoir des données tangibles et concrètes sous la main, mais aussi pour essayer de voir la possibilité de centraliser la collecte de données pour permettre à tout le monde, finalement, d'en bénéficier. Donc, au niveau de la deuxième partie, on a parlé de la façon dont il faut établir un processus de création et de révision des politiques. Il y avait également l'opportunité qu'on a saisi d'évaluer comment il serait possible d'harmoniser
les politiques avec la lutte plus générale aux violences fondées sur le genre, mais aussi comment est-ce que les différentes politiques d'un même établissement interagissent et se recoupent entre elles. Donc, on voulait aussi mettre en œuvre une approche d'équité intersectionnelle qu'on va aborder un peu plus en détail plus loin dans la présentation, mais qui visait vraiment à assurer qu'on tenait réellement compte de la multiplicité des expériences des personnes survivantes, des personnes plaignantes, des personnes répondantes et finalement les personnes qui interagissent avec toutes ces personnes-là et qui font du travail de première ligne. Évidemment, la question du financement durable des services a été abordée à de nombreuses reprises dans nos séances de consultation et fait partie intégrante du rapport, en reconnaissant que c'est souvent le nerf de la guerre, finalement, pour offrir des services qui soient adéquats dans les différents établissements à travers le Canada. On a aussi cherché des façons qui permettent à chaque établissement de se doter d'un plan stratégique à long terme pour viser l'équité entre les sexes, entre les genres à long terme, parce que on pense que pour lutter contre la violence basée sur le genre, il faut vraiment arriver à traiter les causes sous-jacentes les plus profondes qui se traduisent par des iniquités entre les sexes et entre les genres au sein de la société. Finalement, on voulait également voir comment il serait possible de mettre en place des mécanismes de surveillance qui seraient réalisés en collaboration avec plusieurs ordres de gouvernement qui permettraient de reconnaître que la lutte aux violences fondées sur le genre nécessite vraiment l'appui de toutes les parties prenantes, finalement, de toutes les parties concernées pour qu'on puisse vraiment avoir un effet réel et s'attaquer aux problèmes. Okay. Donc, souvent, lorsque la conversation porte sur la violence basée sur le genre, les gens se demandent ce que ça comporte. On nous rapporte souvent que l'accent devrait plutôt être mis sur la violence sexuelle, chose qui est déjà grandement abordée dans les universités, les collèges et cégeps. Mais en réalité, on trouvait que c'était important d'étendre la définition des violences sexuelles pour examiner la violence basée sur le genre dans toute son ampleur, pour permettre, par exemple, aux personnes qui se présentent en tant que victimes ou en tant que survivantes de mieux pouvoir répondre à tous leurs besoins. Je vous donne un exemple. On a vu des situations où une survivante se présentait à un bureau d'intervention de première ligne pour indiquer qu'elle était dans une situation de violence conjugale, mais qu'il n'y avait pas nécessairement encore de violence sexuelle. Il y a eu des cas où est-ce que cette étudiante-là n'a pas vraiment pu obtenir des services d'aide ou des services de soutien. Et si on regarde la façon dont les politiques sont souvent écrites, souvent spécifiques, elles s'adressent uniquement à la violence sexuelle et ça fait en sorte que les centres peuvent généralement pas ou difficilement venir en aide à des personnes qui seraient dans une situation un peu plus ambiguë ou dans une situation qui pourrait mener à de la violence sexuelle, mais où est-ce qu'il n'y en a pas encore? Donc, vraiment, dès le début, à partir des conversations qu'on a eues dans les séances de consultation, on a voulu étendre ce qu'on regardait typiquement sur les campus pour inclure toutes les manifestations de violence genrée. Donc, ça inclut la violence physique, la violence spirituelle, l'exploitation financière, le harcèlement, la violence en ligne, la violence sexuelle, donc telle qu'on la connaît déjà, et aussi l'abus psychologique, l'abus émotionnel. Donc, c'est vraiment toutes des choses qui ont un impact sur la façon dont les gens écoutent, apprennent, travaillent, se sentent en sécurité et pour étudier finalement et pour travailler sur nos campus. Donc, on arrive maintenant à la première grande section du rapport qui concerne le soutien et la réaction suite à la déclaration de la violence fondée sur le genre. Donc, ça, c'est le premier aspect examiné dans le rapport. Vous allez voir, il y en a 3 au total. Donc, ce qui est ressorti à ce niveau-là, c'est qu'il est important d'établir une équipe d'intervention coordonnée. Ça veut dire qu'on souhaite que plusieurs membres qui sont impliqués dans les différents secteurs et qui peuvent répondre à la violence fondée sur le genre, que ces membres-là se réunissent finalement dans une équipe pour aborder de front et résoudre les problèmes qui se présentent sur les différents campus. Il faut aussi s'assurer que ce qu'on appelle chaque porte est une porte ouverte. Donc, l'expression vise à reconnaître que les personnes survivantes et celles qui ont subi un tort ou même celles qui peuvent avoir causé du mal ou qui peuvent avoir fait des gestes inappropriés peuvent s'adresser à plusieurs personnes dans la communauté universitaire ou dans la communauté collégiale et qui ne vont pas nécessairement se rendre directement au bureau spécifiquement dédié à ces situations-là, soit parce qu'elles ne sont pas au courant de l'existence finalement de ce bureau-là, ou parce qu'elles se sentent plus en confiance de dévoiler la situation qu'elles ont vécue ou qu'elles ont fait à une autre personne. Donc, c'est vraiment primordial de veiller à ce que l'ensemble des personnes qui sont présentes sur le campus sachent quoi faire, soient au courant des politiques de l'établissement, sachent comment réagir aux divulgations
pour s'assurer finalement que dès que quelqu'un cogne à une porte pour dévoiler une situation, bien que cette personne-là soit accueillie adéquatement. C'est également important de promouvoir les droits des personnes touchées par la violence basée sur le genre pour que les gens sachent qu'ils ont le droit de porter plainte, qu'ils ne seront pas pénalisés par leur établissement, qu'ils vont pouvoir avoir des services, que ce sont toutes des choses qui ne sont pas toujours encore 100% connues dans les communautés et il y a du travail encore à faire à ce niveau-là pour assurer la connaissance et la compréhension de tout ça. En ce qui concerne la confidentialité, c'est également important de comprendre la portée, les limites de la confidentialité. C'est un élément qui est très important parce que les gens se demandent souvent sont où les limites, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou non à leurs proches, comment est-ce que l'information qu'eux communiquent même sera transmise et à qui elle le sera. Des questions qui sont revenues souvent dans les séances de consultation. Bon, si je dévoile, est-ce que ma famille va le savoir? Est-ce que la communauté du campus va le savoir? Est-ce que mes camarades de classe, mes collègues de travail, est-ce qu'il y en a qui vont être mis au courant et comment ça va se faire? Donc, cette question-là a été particulièrement importante lors de la séance de consultation avec les étudiantes de l'international. Vous avez d'ailleurs une citation là, à l'écran qui rapporte des propos qui ont été mentionnés dans l'une de ces séances-là. Pour un étudiant international, l'impression, c'est souvent que les lois sur l'immigration et le processus pour arriver à obtenir une résidence permanente supplantent finalement tout ce qui se passe dans les établissements et que ça pourrait faire lever les ententes de confidentialité. Donc, idéalement, dans les politiques, il faudrait vraiment stipuler clairement comment est-ce que la loi sur l'immigration pourrait venir interagir ou non avec le processus des établissements pour que ça soit clair pour les étudiants et les étudiantes et qu'ils puissent avoir réponse à leurs questions là, directement en lisant la politique. Un point qui a été nommé aussi, qui est fort intéressant, c'est tout ce qui a trait à la sécurité culturelle. Et souvent, en tout cas dans les politiques qu'on a consultées, c'est rarement quelque chose qui était mentionné. Les services qui sont offerts à ce niveau-là et le support qui est offert aux personnes survivantes issues des communautés culturelles. Donc, toujours en ce qui concerne la confidentialité, c'est vraiment un défi majeur dans les communautés rurales, les communautés éloignées. Il y a un administrateur dans les séances de consultation qui a soulevé à quel point c'est important qu'à chaque niveau, les gens sachent, comprennent la confidentialité et les limites qu'elle a. Il faut aussi chercher à respecter la nationalité, les communautés qui peuvent avoir un processus différent pour faire face à la violence basée sur le genre. Il y a souvent des différences entre la réalité institutionnelle, des politiques qu'on met en œuvre et la façon finalement dont elles vont s'appliquer dans le concret dans les communautés. On a aussi plusieurs participantes, notamment au Québec, qui ont souligné que ça pouvait être relativement simple et facile à gérer, la question de la confidentialité dans les établissements de plusieurs milliers de personnes. Mais quand on parle d'un petit établissement de 200 personnes où tout le monde se connaît, c'est vraiment une autre paire de manches. Donc, l'importance d'avoir un campus et des procédures adaptées au traumatisme a été soulevée vraiment comme un élément très important et personne, je pense, le présente mieux que Sarah Hunt dans Decolonizing Roots of Rape Culture. Donc, j'ai intégré une citation ici là, de Dr. Hunt dans la présentation parce que pendant qu'on a des conversations sur le campus à propos de la violence sexuelle, il faut se rappeler que les peuples autochtones entrent dans nos établissements universitaires, collégiaux, que ce soit à titre de membres du personnel, d'étudiants, d'étudiantes, que ce soit à titre de professeurs, avec une relation qui existe souvent déjà avec la culture du viol. La violence sexuelle, c'est habituellement seulement une des manifestations du continuum de l'ensemble de la violence qui a été provoquée par le colonialisme. Donc, les femmes autochtones, les personnes bispirituelles, les personnes trans, les personnes queer, elles résistent finalement à la culture du viol depuis des années et ça se transmet lorsqu'elles rentrent dans nos institutions. Et tout ça se met dans un contexte aussi dans un pays où la mort des personnes autochtones est souvent, malheureusement, encore considérée comme une banalité dans certains cas. Donc, répondre aux divulgations de violences basées sur le genre implique également de clarifier le rôle et la sécurité
de la police en veillant à ce que chacun sache c'est quoi son rôle, comment chaque personne, chaque corps doit faire son travail et dans quel cadre ça s'inscrit. Une des choses qui a été soulevée par un participant à une séance d'écoute et d'apprentissage, c'est que les personnes issues de la difficulté culturelle, pour elles, c'était souvent paradoxal que la police présente sur les campus ou les services de sécurité des campus soit parfois le premier point de contact pour divulguer de la violence genrée. Donc, c'est pas toujours la meilleure solution, la meilleure façon finalement de procéder. Et ce qui peut fonctionner pour certaines communautés peut pas nécessairement répondre aux besoins des survivantes et des personnes qui ont été blessées, qui appartiennent à d'autres groupes. Donc, on revient un peu à l'idée là, de chaque porte ouverte qui a été présentée précédemment. Ça prend aussi des protocoles, des processus pour lancer des alertes de sécurité à l'ensemble de la communauté en cas de besoin. Pour ça, ça devient essentiel finalement que tout le monde sache comment ça marche et ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Il faut aussi travailler avec les médias, avec ceux et celles qui s'occupent des relations publiques sur les campus pour s'assurer que quand il y a des situations qui nécessitent la communication entre les établissements d'enseignement supérieur et les médias, bien que la communication qui soit faite soit claire, qu'elle corresponde finalement aux bonnes pratiques et aux connaissances actuelles, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, au niveau du soutien aux personnes touchées par la violence basée sur le genre, c'est important d'élargir l'accès aux services de soutien pour garantir que chacun est en mesure de trouver finalement une ressource ou un service qui soit en adéquation, en réponse à ses besoins. Ça prend également un engagement fort des établissements d'enseignement envers des services de soutien qui sont accessibles. Notamment, on peut penser aux personnes en situation de handicap pour qu'elles aient accès à des services qui répondent à leurs besoins, qui sont sans danger pour elles et qui sont faciles d'accès, même en tenant compte là, des limitations parfois physiques qu'elles peuvent avoir. Il faut aussi définir plus clairement l'étendue des politiques. Comme une personne le mentionnait durant une de nos séances de consultation destinées aux groupes syndicaux, souvent les politiques sur la violence sexuelle sont principalement axées sur la divulgation des étudiants, des étudiantes survivantes. Parfois, donc, ça arrive qu'il y ait des politiques qui sont distinctes pour le corps enseignant, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles ne sont pas toujours bien liées, donc ces deux types de politiques l'ensemble. Et on retrouve aussi parfois des incohérences entre les politiques qui sont dédiées au personnel et les conventions collectives. Donc, au-delà de cette question-là, c'est vraiment important dans la rédaction des politiques de penser à qui finalement ces politiques-là doivent soutenir, c'est quoi l'objectif qui est derrière, et d'assurer que tout le monde finalement soit inclus dans ces politiques-là, donc autant le personnel, autant les membres du corps enseignant que la communauté étudiante. Donc, le soutien aux personnes touchées par la violence basée sur le genre comprend également la mise en place d'aménagements sur le lieu de travail, la fourniture de mesures d'adaptation, des accommodements complets et la création d'un bureau centralisé de soutien, chose qui, dans beaucoup d'établissements au Québec, là, est chose faite, mais ce n'est pas toujours le cas dans l'ensemble du Canada. Une chose qui a été également soulevée par les étudiants et les étudiantes qui subissent encore aujourd'hui les effets d'un traumatisme intergénérationnel. On peut penser là, à un exemple qui peut venir facilement en tête, qui est celui des pensionnats. Bien, les traumatismes intergénérationnels qui ont été subis par les étudiants, ça peut avoir un impact certain sur leur apprentissage et particulièrement dans le cas des pensionnats en classe lorsqu'on aborde des questions entourant la colonisation, mais ce n'est pas toujours évident pour les étudiants et les étudiantes qu'elles peuvent demander de l'aide, qu'ils et elles peuvent demander de l'aide, pardon. À leurs yeux, ça semble souvent encore difficile, encore complexe d'obtenir des mesures d'adaptation, des mesures de soutien. Et c'est important que la politique réagisse à la façon dont les étudiants et les étudiantes ressentent les effets d'un traumatisme plutôt que se baser uniquement et se concentrer sur ce qui s'est passé et ce qui est arrivé. Donc, l'important, c'est plus de se concentrer sur les effets et de chercher à répondre aux besoins qui découlent des effets qu'on ressent suite à un traumatisme, plutôt que se concentrer sur les faits et sur les actes de manière limitative. Donc, le soutien à nouveau des personnes touchées par la violence basée sur le genre comprend également l'utilisation de l'expérience et de l'expertise des personnes qui font directement
travail-là sur les campus. Donc, il y a un besoin de s'assurer que les personnes qui ont été embauchées pour faire le travail, ces personnes-là qui sont des experts dans le domaine, que ça soit réellement, finalement, ceux et celles qui mènent cette conversation-là sur les campus, qui sont un peu mises en avant-plan dans tout ce qui a trait aux violences basées sur le genre, ce qui n'est pas toujours le cas dans les établissements en ce moment. Il faut aussi que les centres qui sont dirigés par la communauté étudiante soient soutenus à la fois au niveau institutionnel, mais aussi au niveau financier. Il y a un travail vraiment exceptionnel qui est accompli par la communauté étudiante partout au pays sur plusieurs campus. Et c'est important de soutenir les mouvements que les étudiants et les étudiantes mettent en place dans les ressources aussi et les initiatives finalement qu'elles souhaitent développer. C'est d'ailleurs, vous le voyez là dans la citation à droite, un élément qui est central, qui a été souligné dans le rapport produit par À notre tour, qui, en 2017, a rédigé une stratégie complète et menée par la communauté étudiante pour prévenir la violence sexuelle et appuyer les survivants et les survivantes sur les campus universitaires canadiens. Donc, dans le rapport de À notre tour, le groupe souligne vraiment l'importance d'avoir des mesures de soutien qui sont organisées, qui sont gérées par la communauté étudiante, parce que l'accès à des réseaux de soutien qui sont indépendants des établissements, ça peut souvent être utile pour plusieurs survivantes, pour toutes sortes de raisons, notamment celles qui jugent que les établissements n'ont pas respecté leur engagement dans la manière dont leur plainte a été traitée, peuvent bénéficier d'un soutien qui serait indépendant apporté par la communauté étudiante. Donc, ça peut donc se faire de plusieurs façons. Dans le rapport, on parle d'un centre indépendant de soutien aux étudiantes, en matière de violence sexuelle, mais aussi la création, par exemple, d'un réseau informel de personnes survivantes. Un autre élément dans cette section-ci, bien sûr, c'est de collaborer avec des partenaires communautaires externes. Il y a eu un mouvement important dans les dernières années pour mettre fin à la violence sexuelle au Canada. Donc, désolé, on doit s'assurer que les organisations communautaires sont indemnisées, qu'elles sont entendues, qu'elles sont soutenues. Un des cadres supérieurs qui a participé aux séances de consultation qui ont été menées a souligné qu'on ne peut pas travailler dans une bulle en ce qui concerne les violences basées sur le genre. On a nécessairement, et on n'a pas le choix de travailler avec ces éléments-là qui sont à la fois complexes, mais qui sont aussi interconnectés entre eux, d'où la nécessité d'aller chercher des collaborations avec des partenaires externes. La question de savoir, comment est-ce que ces engagements-là peuvent prendre finalement réalité dans les établissements d'enseignement et le concret finalement des liens qui doivent se développer avec les organisations communautaires, c'est aussi une question qui a été soulevée. Notamment, ça peut prendre la forme d'avoir, par exemple, des contrats de service avec les centres d'agression sexuelle pour s'assurer qu'il y a des ressources de ces centres-là qui soient présentes sur le campus au quotidien ou quelques jours par semaine pour offrir des conseils aux survivantes en matière des traumatismes. Et il y a une des participantes, notamment, qui soulignait que c'était fort utile pour elle puisque ces communautés-là, ces groupes-là, finalement, permettaient d'assurer un soutien, des soins aux victimes, aux personnes survivantes à long terme, chose qui n'était pas toujours possible là, dans les services qui étaient offerts, qui se concentraient plutôt au niveau de la gestion de crise et au niveau des programmes de prévention. Donc, par contre, de tout ça découle évidemment une responsabilité pour les étudiants de créer des espaces qui soient accueillants pour les organisations communautaires, qui puissent finalement travailler en collaboration avec les services déjà en place sur les campus. L'un des grands problèmes soulevés aussi dans cette section du rapport concerne le soutien et l'intervention qui sont faites au niveau des personnes mises en cause. Donc, on observe souvent une lacune dans les modalités de soutien qui sont offertes à ces personnes-là et ça a été vraiment soulevé à plusieurs reprises dans les séances de consultation, particulièrement celles portant sur le soutien, sur l'intervention. Si on accompagne mal les personnes mises en cause, souvent, ce qui arrive, c'est que celles-ci vont se retrouver à aller finalement cogner au bureau d'aide aux personnes victimes ou aux personnes survivantes. Et ça place les intervenants et les intervenantes dans une situation difficile parce qu'elles sont déjà en soutien auprès des personnes survivantes. Donc, le soutien aux personnes mises en cause peut prendre plusieurs formes, vous le voyez dans la figure de gauche, mais doit toujours débuter par de l'aide, par l'explication des droits pour s'assurer que cette personne-là comprenne bien
les droits, les processus dans lesquels elles sont impliquées. Donc, expliquer les procédures, les aider à naviguer dans les différents processus d'enquête, d'arbitrage, etc. C'est également pertinent de les référer aux différentes ressources qui peuvent leur être offertes sur le campus ou dans la communauté plus générale à l'extérieur du campus, et aussi de leur offrir différentes mesures de soutien, par exemple des services d'interprétation, des services de traduction en cas de besoin. Toujours au niveau des personnes qui ont causé préjudice, il faut aussi se questionner sur les sanctions qui sont imposées à ces personnes-là. Souvent, on se retrouve avec des suspensions dans les établissements, notamment en cas d'arrestation au cours d'une procédure criminelle. Mais la question qui se pose actuellement, c'est à se demander si ça résout réellement les problèmes engendrés ou est-ce que, au contraire, est-ce que ça n'en crée pas davantage? Donc, il y a certains participants, certaines participantes dans les séances de consultation qui ont mentionné qu'en fait, à leur avis, ça ne permettait pas vraiment de résoudre des problèmes, qu'au final, ça crée davantage d'obstacles et qu'on évite en faisant ça, finalement, d'adresser le cœur du problème et de finalement arriver à bien régler le traumatisme qui est au cœur de la situation. Donc, c'est important de se rappeler que quand on offre du soutien aux personnes qui ont causé préjudice, par contre, il demeure qu'il faut quand même le faire dans une optique qui soit centrée sur les survivantes. C'est une question, là, comme je le mentionnais précédemment, qui est centrale à notre approche. On aborde maintenant les points saillants qui sont soulignés dans le chapitre sur l'éducation du rapport Le courage d'agir, donc la deuxième section du rapport. Pardon. Donc, il y a vraiment une citation clé que je vous ai mise ici, qui est ressortie des séances d'écoute et de consultation. Et pour moi, en tout cas, ça aide vraiment à comprendre les bases du travail qui a été accompli dans cette section-là du rapport. Donc, il y a une personne qui a participé aux séances de consultation qui a déclaré que l'éducation et la formation sont évidemment essentielles, mais aussi qu'elles doivent être continues, obligatoires et multimodales. Et ça a vraiment mis en lumière finalement que l'éducation sur nos campus, c'est un processus qui doit se faire de manière continue et qui doit être progressif dans le temps. Donc, en gardant en tête là, la citation précédente, je voulais commencer la présentation de cette section-là en vous partageant le modèle théorique qui a été utilisé pour rédiger cette section. Donc, pour aider à comprendre et à décrire certaines des approches clés de l'éducation à la prévention de la violence basée sur le genre, on s'est appuyé sur un modèle socio-écologique qui vient encadrer vraiment le travail qui a été réalisé. Donc, ce que la recherche montre, c'est que ce modèle-là, c'est une des approches les plus efficaces pour créer un changement social durable, donc l'approche socio-écologique, entre autres parce que ça tient compte du fait qu'il existe une multitude de facteurs qui viennent façonner, si on veut, le comportement humain. Donc, quand on examine l'éducation à la prévention qui sont nécessaires dans les établissements d'enseignement postsecondaire, il faut chercher à créer et à soutenir des conversations puis des occasions d'apprentissage qui vont parler aux gens à plusieurs des niveaux de ce modèle-ci. Donc, ça peut être au niveau individuel, au niveau relationnel, au niveau lié à la communauté, donc communautaire, à la société même, et même aussi au niveau de l'évolution des normes et des barrières structurelles. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces éléments-là, chacun d'entre eux, qui sont essentiels pour que les mesures, finalement, qu'on met en place puissent avoir un effet réel sur le changement au niveau social sur le campus. Donc, dans les 6 composantes principales du modèle, lorsqu'elles sont mises ensemble, permettent finalement de prédire, si on veut, le succès de la programmation et des mesures d'éducation qui sont déployées sur les campus. Et vraiment, c'est essentiel de faire en sorte que chacune des composantes soit prise en compte quand on cherche à développer des nouvelles mesures d'éducation et des nouvelles modalités, finalement, de sensibilisation à la violence basée sur le genre. Mais il faut aussi, autre élément très important, que les programmes soient complets, qu'ils soient engagés dans la communauté, qu'ils soient aussi contextualisés en fonction de la réalité spécifique de chacun des groupes de la communauté. Et évidemment, qu'on veut que l'éducation, vous le savez sans doute, soit basée sur la théorie et qu'elle tienne compte aussi de la santé des individus qui sont impliqués, la santé aussi tant physique que psychologique. Donc, à partir des séances de consultation qui ont porté sur l'éducation, il y a 7 grandes conclusions qui ont été tirées.
Il y a beaucoup de ces éléments-là qui regroupent évidemment ce qui a été abordé précédemment dans la présente section, notamment en ce qui concerne la création d'un bureau centralisé et l'engagement clair et explicite des établissements d'enseignement postsecondaire à l'éducation et à la prévention, à même directement finalement dans leur politique. Ce qui a été aussi souligné à grands traits, c'est l'importance de développer des comités, des groupes de travail qui se penchent spécifiquement sur ces questions-là d'éducation. Donc, tout ça, là, les différents éléments qui sont là vont être présentés plus en détail dans les prochaines minutes. Donc, pour passer à la diapositive suivante, donc celle que vous voyez en ce moment à l'écran, une conversation vraiment intéressante qui a eu lieu puis qui a suscité finalement l'intérêt de beaucoup de gens dans les séances de consultation concerne la formation obligatoire. Donc, au Québec, il y a beaucoup de participants et de participantes aujourd'hui qui proviennent du Québec. Ça fait déjà partie des mesures, comme vous le savez sans doute, qui sont mises en place, mais c'est loin d'être le cas partout au Canada. Et donc, il y avait beaucoup d'enthousiasme, oui, à l'idée d'intégrer la formation obligatoire dans l'éducation à la violence basée sur le genre, mais aussi des inquiétudes, des doutes sur la meilleure façon de procéder. Dans les séances de consultation, il y a certains groupes syndicaux notamment qui ont mentionné être un peu réticents à penser à la formation obligatoire, entre autres par crainte que ça devienne une simple activité, une case à cocher, et qu'ensuite on n'en parle plus. Des exemples comme des formations dans certaines provinces en ce qui concerne l'intimidation et le harcèlement qui finalement se sont déroulées un peu comme ça une fois qu'elles ont été rendues obligatoires, semble peut-être inquiétant. Par contre, pour d'autres, la question de la formation obligatoire dans les établissements, c'est vraiment un élément central qui doit absolument être intégré. Ce qui est intéressant, c'est que le cas du Québec, où est-ce que c'est déjà rendu obligatoire, ça va nous permettre, en fait, au niveau canadien, de tirer des leçons puis peut-être des meilleures façons de faire pour instaurer la formation obligatoire à travers l'ensemble du pays. Donc, une dernière note là-dessus. Au niveau de la recherche aussi, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce que la formation obligatoire se développe à long terme, puis c'est quoi les impacts qui sont engendrés à court, moyen, long terme de la formation obligatoire finalement. Il va aussi falloir se poser la question sur comment tout ça peut s'intégrer aux différentes approches qui ont cours à travers le pays. Donc, un autre élément clé qui a été rapporté dans cette section-là, c'est l'importance de créer des partenariats avec ceux et celles qui sont engagés dans l'éducation et la prévention de la violence basée sur le genre dans les communautés. Donc, il y a un intérêt pour les établissements de soutenir le changement social finalement directement auprès des organismes communautaires et en intégrant des organismes de la communauté dans les différentes possibilités d'éducation et d'apprentissage continu qui sont mises en place. Ici, je pense qu'on a l'essentiel finalement de cette section du rapport qui explore vraiment tout ce qui concerne l'éducation, la prévention de la violence basée sur le genre. Donc, ce qui est ressorti des recherches et des conversations dans les séances de consultation, c'est vraiment qu'il y a 4 éléments clés pour construire un plan institutionnel d'éducation et de sensibilisation pour la prévention de la violence basée sur le genre. Donc, premièrement, le plan doit absolument comprendre des mesures d'éducation sur les politiques en vigueur et sur le soutien et les ressources qui sont disponibles au sein des campus. Donc, en deuxième plan, ce plan-là doit également aborder la notion de relation à travers le consentement, tous les aspects qui sont liés au consentement également, évidemment, mais aussi la question des relations saines, la question des relations sécuritaires entre les différents individus. Troisième élément, c'est que le plan doit viser à ce que les participants, les participantes réussissent à comprendre les causes sous-jacentes, les causes profondes de la violence basée sur le genre, notamment tout ce qui est en lien avec la culture du viol, avec l'impact des normes sociales et aussi l'évolution de ces normes-là et l'influence que ça a sur les différents éléments. Quatrième et dernier élément, finalement, qui est essentiel au plan d'éducation et de sensibilisation, c'est de prévoir des programmes d'éducation et de sensibilisation qui incluent certaines thématiques clés. Donc, la réponse aux divulgations, l'intervention des témoins, donc les témoins actifs, la formation à la résistance et tout ce qui concerne la masculinité, la socialisation normée
et la socialisation des genres. Donc, c'est vraiment ces aspects-là ensemble qui vont créer une approche globale de l'éducation et de tout ce qui est mesures de prévention à la violence basée sur le genre. C'est aussi important de s'attarder à la question des agresseurs et de leur éducation. Il y a plusieurs témoignages qui ont été recueillis à ce sujet-là dans les séances de consultation. Et ce qui en ressort, c'est qu'il faut chercher à développer des compétences pour réussir à amener les agresseurs à développer de l'empathie puis à se responsabiliser finalement pour les gestes qui ont été commis. Donc ici, encore une fois, ce qu'il faut reconnaître, c'est il doit y avoir une base commune finalement de connaissances entre le corps enseignant et le personnel. Donc, il doit y avoir une base commune de connaissances qui doivent être transmises au corps enseignant, au personnel et à la communauté étudiante. Par contre, ce qui est essentiel, c'est que les formations doivent être adaptées pour les différentes communautés spécifiques à qui elles sont adressées en fonction finalement du rôle que ces intervenants-là sont appelés à jouer dans les établissements. Il y a également la question de viser à long terme, donc particulièrement là, pour le corps enseignant, le personnel, qui sont souvent là pour plusieurs années, et donc de chercher au fil du temps à renforcer les compétences et les connaissances et les compétences des individus. Je vois le temps filer à vive allure, donc je vais passer ici. Le dernier élément de la section en matière d'éducation concerne l'évaluation. Donc, il y a plusieurs participantes aux séances de consultation qui ont rapporté un manque à ce niveau-là. Il y a certains programmes qui semblent vraiment prometteurs, mais qu'on n'a pas les données, finalement, que les données sont manquantes pour déterminer l'impact réel sur les campus, sur les individus, et donc l'effet finalement réel de tout ça. Trois éléments, pour, en ce qui concerne l'évaluation. Donc, établir des partenariats de recherche pour avoir des mesures de rendement, des mesures d'éducation, donc partenariats qui peuvent être faits avec les étudiants diplômés, mais aussi avec les professeurs sur les campus. Donc, deuxième point, et d'intégrer des questions clés à ce niveau-là dans les enquêtes qui reviennent là, régulièrement et qui sont déjà réalisées sur les campus. Troisième point, d'organiser des enquêtes sur le climat social. Il y a certaines provinces qui mènent déjà ce type d'enquête, mais ce n'est pas le cas partout à l'échelle canadienne. Et de manière générale, faut aller chercher plus de données, finalement, sur la situation sur les campus. Et donc, finalement, le dernier point, il y en avait bien 4, désolée, donc c'est de trouver des façons d'évaluer l'impact des programmes spécifiques qui sont déployés sur les campus pour avoir des données pour mesurer concrètement l'effet des mesures d'éducation sur les individus, sur la culture des campus. Donc, la dernière section du rapport passe en revue tout ce qui est procédure de déclaration, d'enquête, de décision. Vous allez voir, cette section, c'est un peu différent de celles qui ont été abordées précisément parce qu'il y a une quantité quand même plus limitée de recherches sur les processus de plainte, particulièrement en ce qui concerne les cas de violence fondés sur le genre dans des établissements d'enseignement postsecondaire. Actuellement, les processus sont basés sur ce qui se faisait déjà pour traiter les cas d'infraction disciplinaire, souvent ceux de la communauté étudiante, mais ça ne se traduit pas nécessairement par des bonnes pratiques en ce qui concerne le traitement des cas de violence basés sur le genre. Donc, on va passer à travers certaines des recommandations qui décrivent des pratiques prometteuses et aussi qui identifient des domaines où c'est nécessaire en ce moment de produire davantage de recherches pour répondre aux préoccupations des intervenantes dans les campus. Donc, une des choses importantes dans cette section-ci, c'est la question de l'équité procédurale, parce que bon, le processus en ce moment est basé sur le droit administratif. Donc, l'équité procédurale protège, en fait, l'objectif, c'est de protéger les droits des participants, des participantes et de garantir qu'ils et elles reçoivent un traitement qui est égal. Donc, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que la décision finale, c'est pas une décision qui est biaisée et que le processus finalement fait en sorte qu'il y ait un maintien de l'égalité tout au long. Donc, à titre d'exemple, l'équité procédurale permet notamment à la personne plaignante et aussi à celle mise en cause d'examiner, de répondre à tous les documents qu'un enquêteur recueille dans le cadre d'une enquête. Par contre, outre l'équité procédurale, il y a également un élément important de l'approche utilisée pour
élaborer tout ce qui est procédure de déclaration, d'enquête, de décision. Cette approche-là doit absolument, à notre sens, être fondée sur les traumatismes. Donc, de prendre en compte les traumatismes. Donc, comme mentionné précédemment, la notion de traumatisme, c'est vraiment une notion qui est fondamentale dans le cadre des violences basées sur le genre, notamment parce que le traumatisme vécu dans ces violences-là peut avoir des implications à court, à moyen et long terme sur la santé physique, émotionnelle, sur la santé spirituelle, même sur la santé psychologique de toutes les parties impliquées. Donc, que ce soit celles qui ont subi le traumatisme initial ou qui subissent une retraumatisation, ou encore les personnes qui sont impliquées dans le processus et qui doivent composer avec un traumatisme indirect. Il faut donc garder en tête que les procédures en place vont nécessairement finir par affecter toutes les personnes impliquées quand on est en train de les élaborer, de discuter des différentes mesures qu'on mettra en place. Donc, les personnes qui ont participé aux séances de consultation ont souvent noté une impression que la prise en compte des traumatismes et l'équité procédurale semblaient souvent être des éléments qui sont opposés l'un à l'autre. Le premier, donc la prise en compte des traumatismes, est souvent considérée comme une mesure qui protège la personne plaignante et l'autre comme une mesure qui protège la personne mise en cause. Mais à notre sens, en tout cas en réalité, il est possible, à notre avis, d'intégrer ces deux pratiques-là pour arriver à un meilleur résultat pour l'ensemble du processus. Par exemple, je le nommais plus tôt, en apportant un soutien à toutes les personnes mises en cause et toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus, on arrive à garantir l'équité procédurale tout en prenant en compte les traumatismes et la combinaison finalement de ces deux approches-là mène à une approche qui permet de réduire les dommages. Donc, bref survol des thèmes qui seront abordés dans les prochaines minutes. Ce ne sera pas possible aujourd'hui de passer en revue toutes les recommandations du rapport. On passera les plus probantes, mais je vous invite quand même à aller le lire dans son intégralité, ce fameux rapport, si les questions qui sont soulevées aujourd'hui vous intéressent particulièrement. Donc, au niveau de tout ce qui est mesures provisoires, donc, les mesures provisoires doivent vraiment être vues comme un outil qui est utilisé pour résoudre les problèmes liés à la sécurité. Donc, l'objectif des mesures provisoires, c'est vraiment de protéger les deux parties contre les représailles notamment, et aussi de maintenir l'intégrité de tout ce qui est processus disciplinaire. Donc, c'est important d'indiquer que les mesures provisoires, ce ne sont pas des mesures qui sont disciplinaires, même si parfois il y en a certaines qui peuvent y ressembler. Donc, il faut vraiment insister là-dessus et sur le fait que ces mesures-là, finalement, sont mises en place pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées. Dans ce contexte-là, c'est aussi important de mettre en place des mesures provisoires qui soient les moins perturbatrices possibles pour éviter qu'il y ait un sentiment là, que ces mesures-là soient imposées pour blâmer ou pour imposer une sanction. Une des façons de faire en ce qui concerne les mesures provisoires, c'est de s'assurer que, bon, justement, les mesures sont les moins perturbatrices possibles, mais aussi que le processus décisionnel qui mène à leur mise en place implique toutes les parties en cause, donc à la fois la personne plaignante, la personne mise en cause. C'est aussi pertinent, dans les bonnes pratiques, d'avoir la possibilité de maintenir le contact avec chacune des parties impliquées individuellement pour voir si les mesures provisoires qui sont déployées répondent finalement réellement aux besoins qui ont été identifiés au départ, ou encore si jamais il y a des impacts disciplinaires qui sont involontaires et qui n'avaient pas été prévus, qui découlent de ces mesures provisoires-là, qui permettent ensuite de les adapter. On aborde aussi dans le rapport la question des pratiques de rechange puis des méthodes de résolution alternatives. Comme je le disais au départ, là, on rapporte souvent que les membres des communautés universitaires, des communautés collégiales, hésitent à utiliser les procédures officielles et à déclarer la violence fondée sur le genre que ces personnes-là subissent. Clairement, c'est regrettable et il faut chercher à diminuer les barrières qui freinent finalement l'accès aux différents processus. Mais considérant ça, il faut aussi examiner les options de résolution alternatives qui peuvent être déployées pour répondre plus spécifiquement peut-être aux besoins des personnes qui hésiteraient autrement à déclarer la violence fondée sur le genre. Donc, à titre d'exemple, les pratiques de rechange peuvent comprendre la résolution collaborative, la justice réparatrice, donc qui est fondée là, finalement sur les connaissances, sur les pratiques autochtones, et la justice transformatrice.
Je vous ai mis quelques exemples d'idées possibles basées sur ces pratiques-là à droite. Il y en a d'autres là, dans le rapport, ainsi que d'autres pratiques prometteuses à ce niveau-là. En ce qui concerne tout ce qui est procédure parallèle, donc il y a plusieurs questionnements qui sont soulevés sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une procédure criminelle et une procédure disciplinaire qui sont mises en place au même moment. Il y a plusieurs questions à savoir, bon, est-ce que dans une telle situation, les établissements d'enseignement postsecondaire devraient retarder le processus disciplinaire jusqu'à ce que la procédure pénale, finalement, soit réglée? Le problème, en fait, dans cette situation-là, c'est que juridiquement parlant, c'est souvent compliqué pour les établissements de faire leur processus disciplinaire parce que l'équité procédurale est plus compliquée à mettre en œuvre. En fait, c'est que toutes les informations utilisées, généralement, peuvent être produites et utilisées dans le cadre d'une procédure au criminel, ce qui fait en sorte que les personnes mises en cause vont souvent choisir de ne pas participer au processus disciplinaire. Et ça les désavantage doublement parce que, bien, comme les procédures disciplinaires sont basées sur l'équilibre des probabilités plutôt que la preuve hors de tout doute, bien, le choix de ne pas participer mène souvent, finalement, à une détermination de culpabilité. D'un autre côté, par contre, c'est aussi problématique de retarder la procédure disciplinaire parce que, bien, on le sait, le processus criminel, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Et donc, si on retarde le processus, on néglige aussi les besoins de la personne plaignante qui s'est engagée dans un processus disciplinaire. Donc, il y a question aussi de trouver un équilibre entre les besoins de toutes les parties concernées dans ce genre de situation-là. Au niveau des sanctions, je vais passer rapidement puisque je vois le temps filer. Il y a un besoin d'avoir une création de standards, d'appui, de soutien aux personnes qui doivent décider finalement des sanctions. Il existe des guides à cet effet-là aux États-Unis, guides qui commencent à être utilisés dans certains établissements d'enseignement supérieur au Canada, mais il y a nécessité ici d'avoir des normes ou en tout cas des lignes directrices pan-canadiennes pour asserter une certaine uniformité à travers les campus, puisqu'il y a déjà eu là, des situations où est-ce que des infractions, somme toute, mineures ont reçu des conséquences disciplinaires beaucoup plus graves que, par exemple, des agressions sexuelles. Finalement, il y a également un besoin d'apporter du soutien aux enquêteurs, aux enquêtrices, aux personnes décisionnelles, particulièrement lorsque c'est des personnes qui proviennent de l'extérieur ou qui ne sont pas au quotidien confrontées à cette situation-là, pour leur permettre finalement d'avoir une bonne hygiène émotionnelle face à des situations auxquelles ils sont confrontés qui peuvent parfois être difficiles, et aussi dans le cas des personnes externes face à des situations où est-ce que elles n'ont pas nécessairement accès aux différents avantages sociaux qui sont offerts au reste du personnel. Donc, petite conclusion ici, pour vous dire que ça fait un peu le tour là, du rapport qui a été produit. Maintenant, le projet est loin d'être terminé parce qu'il s'étend jusqu'en 2021 et donc les suites du projet qui sont présentées ici à l'écran, certaines sont déjà en cours, mais vont vraiment permettre de se baser sur le rapport, sur les recommandations qui ont été produites pour aller plus loin. Donc, en premier, il y a une série de webinaires sur la violence fondée sur le genre, dont le webinaire auquel vous venez d'assister fait partie intégrante. Il y aura d'autres webinaires à venir qui vont vraiment cibler des enjeux et aborder des enjeux plus en profondeur de manière spécifique. Il y a également 10 communautés de pratique qui ont été créées avec des experts, des expertes qui sont en provenance des établissements d'enseignement supérieur et de la communauté de manière générale de partout au Canada. Et chacune de ces communautés de pratique-là va développer finalement des projets, des outils qui sont basés sur les recommandations du rapport et qui pourront par la suite être déployés à travers l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur au Canada. Il y a également 3 trousses à outils qui vont être créées par des groupes de travail. Donc, une trousse sur l'éducation, une trousse sur le support offert aux personnes victimes et survivantes et une trousse sur les procédures de plainte. Et donc, tous ces outils-là vont être partagés dans le cadre d'un congrès pan-canadien de partage des compétences qui aura lieu au début de l'année 2021. Et ensuite, pour le reste de l'année 2021, l'idée est de rendre disponibles ces outils, ces trousses-là pour tester finalement leur implantation dans les différents campus
et apporter des ajustements pour répondre aux besoins des différents milieux. Finalement, dernier élément, il y a un centre de partage des connaissances qui va être créé pour essayer de regrouper l'ensemble du travail qui est fait sur les différents campus au Canada et d'avoir un endroit où est-ce que tout ce travail-là est centralisé, si vous voulez, afin qu'on puisse finalement apprendre de ce qui se fait ailleurs et améliorer nos pratiques sur les différents campus. C'est ce qui fait le tour de la présentation. On a quelques minutes pour répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les indiquer dans la boîte questions et réponses qui s'affiche au bas de votre écran dans la plateforme Zoom. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Je pense que vous avez tous et toutes mon courriel suite à votre inscription au webinaire. Et il me fera plaisir de répondre aux différentes questions par retour de courriel dans les prochains jours. Donc, je vous laisse quelques instants pour écrire vos questions. Excellent. Donc, j'ai quelqu'un qui demande si les ressources et les outils qui ont été créés par les communautés de pratique et les groupes de travail vont être accessibles pour les établissements d'enseignement supérieur. En effet, c'est ce qui est prévu. Donc, suite au congrès de partage des connaissances, il y aura des initiatives pour déployer finalement ces outils-là, les tester dans les milieux concrets là, des établissements d'enseignement supérieur. Certains établissements seront sollicités le plus spécifiquement. Les détails seront à venir à ce niveau-là. Mais certainement, l'objectif, c'est que tout ça puisse être mis à profit à large échelle à travers le Canada. Oui, donc j'ai quelqu'un qui demande la consultation du rapport, obtenir une copie. En fait, effectivement, le rapport est disponible sur notre site web. Il y a un petit formulaire là, à compléter pour y avoir accès, mais il est disponible gratuitement. Et vous pouvez le télécharger et le distribuer. N'hésitez pas à le faire. Hop, je vois plusieurs questions qui rentrent à l'instant. Est-ce qu'il y aurait des exemples de mesures qui peuvent être adoptées pour équilibrer prise en compte de traumatisme et équité procédurale? C'est une excellente question. Il y a plusieurs exemples de mesures à ce niveau-là. Je n'aurai pas le temps d'aborder la question en détail aujourd'hui puisqu'il nous reste là, 1 minute avant la fin du webinaire, mais je vous invite à consulter le rapport. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés et des pratiques prometteuses à ce niveau-là, là, dans la dernière section du rapport. Donc, ça fait le tour pour ce webinaire. Je vois qu'il y a quelques questions qui, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre, considérant les quelques secondes qu'il reste et que je veux respecter l'engagement d'1 heure là, qui vous a été demandé. Mais soyez sans crainte, ceux et celles qui ont posé des questions, je vous enverrai par retour de courriel les réponses aux différentes questions. Donc, un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont assisté à ce webinaire et je vous invite chaleureusement à assister aux différentes présentations et aux différents webinaires qui seront offerts dans les prochains mois. Merci beaucoup tout le monde et bonne journée.